Reconnaissable entre toutes, on la distingue tout d'abord par l'œil gigantesque de l'étang du Vaccarès, escorté par un fascinant réseau d'eau et de terre mêlées. Puis, par les deux bras du Rhône qui dessinent les contours de son delta. C'est la Camargue. Au premier abord, la Camargue offre de vastes étendues de terre plate, ponctuées de marais et lagunes, et on se laisse vite gagner par le sentiment d'une beauté sauvage, intemporelle. On remarque ensuite que des activités humaines se sont organisées à partir des ressources hydrauliques de son territoire, entre culture au nord et marais salants au sud. Sur la mer, un étroit cordon de sable et de dunes forme une lisière incertaine, accompagnée en retrait d'une digue qui semble dérisoire. Ce matin-là, M. Liabeuf, responsable du réseau hydraulique des Saintes-Maries de la Mer, ajuste les échanges entre la mer et les étangs voisins. Ici, la vie est ordonnée par rapport au cycle de l'eau et par rapport au sel. Les milieux salés, saumâtres et doux se succèdent du plus près au plus loin de l'influence marine, ce que l'on appelle le gradient de salinité. Voilà la fameuse sansouille camarguaise, avec des salants où rien ne pousse si ce n'est cette touffe d'angane, de salicorne qu'on appelle. Et les taureaux la broutent un tout petit peu au printemps parce qu'elle est gorgée de sel. Et les taureaux aiment bien ça parce que le sel leur est nécessaire à leur alimentation. Mais à part ça, elle n'engraisse pas trop les bêtes. Et des étendues comme ça, nous en avons beaucoup. À ces endroits, ne poussent effectivement que quelques espèces de plantes, dites halophiles, c'est-à-dire qui aiment le sel. Les salicornes, l'aubione, la soude. Ces sansouires, immenses steppes qui se fondent entre les étangs, constituent une des grandes originalités du milieu camarguais. L'étagement de la végétation qui résulte du gradient de salinité fournit autant d'habitats spécifiques pour les oiseaux. C'est ainsi qu'au nord, où l'eau douce domine, on trouve des espaces de nidification dans les marais, des pelouses luxuriantes, des vestiges de forêt tout au long du Rhône, des roselières environnées de joncs et de tamaris. À la hauteur du Vaccarès et des lagunes environnantes, les eaux douces et marines se rencontrent, procurant ce qu'on appelle l'eau saumâtre. C'est un milieu extraordinairement productif sur le plan biologique, mais aussi très sensible. Il est vrai qu'on est tributaire de la température, on est tributaire du climat, des années de pluie ou pas de pluie, et du taux de sel aussi. Les années où le taux de sel est important, vous voyez la différence, elles sont toutes comme ça. Voilà. Alors que là, cette année où on arrive, quand on voit, elles sont sur le portion. Au sud, où domine le sel, se situent bien sûr les salins, lagunes immenses aménagées par l'homme.
elles sont dominées par les Camels, les seules montagnes de Camargue. Profitant de précipitations réduites et d'un taux d'évaporation exceptionnel lié à l'ensoleillement et au mistral, 22 000 hectares de lagunes ont été aménagés en marais salants à Aigues-Mortes et Salins de Giraud. On y produit chaque année près d'1,5 million de tonnes de sel par une gestion sophistiquée, bien qu'ancestrale, des eaux captives. Ah ben voilà, on est à 230 grammes par litre. Il nous a fallu quand même 5 mois pour qu'elles arrivent ici. Depuis le mois de mars, on pompe de l'eau à la mer. Et sous l'effet du soleil et du vent, on a pu évaporer pratiquement les 9 dixièmes de ce volume. On obtient une bonne eau saturée là maintenant. Ajuster une vanne, contrôler un bassin, inspecter des pompes, les sauniers parcourent en tous sens le dédale des pistes au rythme du soleil et du vent. Ce sont des jours, parfois des nuits, de solitude et de communion avec la faune et la flore dans des lieux hors du commun. Ils disent que certains soirs en Camargue, quand les étangs infinis se fondent dans la limite incertaine de la mer, on peut avoir une impression fascinante d'origine du monde. Depuis l'Antiquité, la région avait été très peu investie à cause des fréquentes inondations et de la malaria. C'est Napoléon III qui, en 1856, décide d'endiguer le Rhône pour le stabiliser et rendre le territoire habitable. Pour le cultiver, on draine les marais, mais on s'aperçoit qu'il y a du sel dans le sol. Alors on irrigue, grâce aux machines à vapeur, pour lessiver les sols avec l'eau du Rhône, cette fois maîtrisée. Pour éviter les intrusions marines qui remontaient parfois jusqu'au Vaccarès, on construit la digue à la mer, pensant ainsi se débarrasser du sel. On ignorait alors qu'une nappe souterraine d'eau salée était présente sous l'ensemble du delta. Ces grands chantiers, digues, masses, routes, canaux, ne sont envisageables que par la conjonction de la révolution industrielle et du capitalisme naissant. Ils voient l'apparition de la grande exploitation. La culture irriguée du riz sera introduite à la suite de la viticulture. À la fin du XIXe siècle, on avait intensifié l'équipement hydraulique camarguais pour abriter une partie du vignoble français. Celui-ci était ravagé par le phylloxéra et on ne savait alors s'en débarrasser que par l'immersion des terres. À la même époque, la future compagnie Péchinet a des besoins importants en sel industriel. Elle achète alors les lagunes de Basse-Camargue, utilise le Vaccarès comme étang de concentration saline et crée la cité industrielle de Salins de Giraud. Cela représente un renversement de la gestion hydraulique du delta. En effet, l'apport agricole d'eau douce destiné à éliminer le sel s'oppose à cette nouvelle logique industrielle qui, au contraire, veut accentuer la salinité en puisant de l'eau à la mer. Évidemment, là, il y a un conflit d'usage, une incompatibilité entre agriculture et industrie salinière, entre eau douce et eau salée. Ces milieux étaient devenus saumâtres et, par contre, biologiquement très productifs. Et évidemment, il y a eu un procès en 1906 entre agriculteurs et saliniers, les saliniers reprochant aux agriculteurs d'envoyer trop d'eau douce dans ce milieu. Mais voyant qu'on n'arrivait pas à se mettre d'accord, on a trouvé intéressant de geler ce territoire et de le classer en réserve intégrale de nature en 1927. Cette zone centrale voit alors l'émergence d'une troisième activité promise à un grand avenir sur le delta, la protection de la nature. Finalement,
on est bien dans un lieu plus ou moins artificialisé. Cette artificialisation contribue à produire des milieux de très grande qualité et d'une très grande beauté. On peut même se demander si les Camarguais n'ont pas fait depuis plusieurs siècles du développement durable comme M. Jourdain faisait de la prose, c'est-à-dire sans le savoir. Depuis la dernière guerre, les riziculteurs jouent un rôle déterminant en tant que pourvoyeurs d'eau douce. C'est le cas de François Calais, qui s'est installé dans les années 80. Je suis arrivé en Camargue parce qu'une opportunité s'est présentée et bon, que j'ai eu envie d'essayer et de réaliser ça. Alors j'ai passé les premières années à remettre un peu toute cette exploitation en état. Il y avait beaucoup de travail à faire sur le plan surtout infrastructure, chemin, canaux, agrandissement des champs et toutes ces choses comme ça. François Calais gère l'ensemble du canal du Japon, dont l'eau est fournie par 5 pompes qui puisent dans le Rhône. Leur débit de 4500 litres par seconde alimente un réseau complexe dont les ramifications permettent de régler finement l'irrigation de chaque parcelle. On fait entrer l'eau d'un côté. De l'autre, on la fait repartir vers un système de drainage. Cette lame d'eau, indispensable pour la culture du riz, est ajustée chaque jour pour compenser les variations thermiques et accompagner la croissance des plantes. En dehors du domaine de François Calais, l'eau du canal du Japon est utilisée par une quinzaine d'autres exploitations. Ça représente 1 millier d'hectares de riz à peu près. 1 millier d'hectares de riz, donc il y a évidemment un très gros besoin en eau à partir du mois d'avril-mai jusqu'à septembre-octobre. Mais à côté de ça, en plus, si vous voulez, sur les autres exploitations, on retrouve d'autres activités évidemment qui ont besoin d'eau. On retrouve les élevages, différents élevages chevaux-taureaux traditionnellement. On retrouve des marais pour la chasse. C'est surtout ces 3 activités d'ailleurs qui sont les activités qui prennent le plus d'eau. Pour sélectionner les oiseaux attirés dans chaque marais de chasse, on y pratique également une gestion précise des niveaux. Par suite de l'endiguement généralisé des bras du Rhône, il a fallu mettre en place d'énormes moyens pour contrôler l'hydraulique. Environ 80 stations de pompage introduisent 400 millions de mètres cubes chaque année dans le delta. Cela est nécessaire pour compenser son important déficit hydrique, 1200 mm d'évaporation pour 600 mm de pluie. Les eaux qui ne s'évaporent pas sont reprises par les canaux de drainage. Les 3/4 sont rejetés vers le Rhône. Le reste s'écoule par gravité dans le Vaccarès. Autour du Vaccarès, les eaux douces, issues du drainage et de la pluie, peuvent atténuer la salinité des étangs lagunaires, à l'inverse des remontées de sel et des entrées d'eau marine qui l'accentuent. La communication avec la mer est contrôlée par les vannes de la digue à la mer. Leur fonction est vitale, car elles permettent le passage de certaines espèces, comme les anguilles ou les attérines, entre mer et lagune. Cette étape lagunaire est indispensable pour la croissance des juvéniles dans un milieu riche et à l'abri des prédateurs, et donc le maintien de l'activité de la trentaine de pêcheurs en étang. Le contrôle des échanges avec la mer permet de restreindre aussi la montée des eaux dans le Vaccarès en cas de surcote marine. Tout débordement dans cette zone ayant des conséquences désastreuses pour les cultures alentours, les agriculteurs s'étaient longtemps opposés à l'ouverture des vannes. Désormais, tous les acteurs concernés sont regroupés dans la commission exécutive de l'eau. Cette commission comporte effectivement des scientifiques, les gestionnaires de la réserve, bien sûr, et aussi les collectivités, les pêcheurs et les agriculteurs. En fait, on a une discussion entre des scientifiques et puis des gens, des usagers, des gens qui pratiquent vraiment le milieu.
Et c'est de cette discussion que naissent en fait les solutions. À 3 reprises, en 1993, en 1994, puis à nouveau en hiver 2003, les eaux du Rhône passent par-dessus les digues, ouvrent des brèches et envahissent Arles et la Camargue. Les crues s'expliquent par plusieurs facteurs. L'endiguement complet du Rhône en aval de Lyon, qui désormais le prive de zones d'expansion compensatrice, la simultanéité de pluies très intenses sur les Cévennes et les Alpes, qui peuvent faire passer son débit de 300 mètres cubes par seconde certains étés à 13 000 mètres cubes par seconde mesurés en décembre 2003. Par vent de sud, des phénomènes de surcote marine qui freinent l'écoulement à son embouchure. D'autre part, au cours du XXe siècle, la reforestation des montagnes, les aménagements des rives, la construction des barrages, l'exploitation des graviers ont considérablement appauvri le Rhône en sédiments. Alors le fleuve doit s'ajuster. Il s'ajuste en particulier au fait qu'il a moins de sédiments en creusant son chenal. Ce sont des lois de l'hydrodynamique qu'il est difficile de développer succinctement, mais qui sont bien connues, qui fait que la rivière récupère du sédiment qu'elle n'a plus en creusant à la fois sur son fond et sur ses berges. Par exemple, dans la traversée de la ville d'Arles, le fond du chenal est aujourd'hui 4 mètres plus bas qu'il n'était au début du siècle. Alors ce travail d'érosion a pour effet immédiat de déstabiliser les ouvrages de protection bordière que sont les digues, qui sont aujourd'hui menacées. Sous la pression, les digues fragilisées ont fini par céder. La population fortement touchée se mobilise. Les inondations ont contribué à un basculement total dans le changement de regard sur la Camargue. En fait, de l'espace naturel, de l'idée de nature, on est passé à l'idée de risque. Ça, c'est très important parce que, au fond, le risque d'inondation a révélé qu'on était... En fait, on vivait dans un polder agricole et salinier. Depuis 150 ans, on avait oublié les inondations d'autrefois. On avait oublié les digues du Second Empire qui avaient vieilli et dont la gestion, archaïque, n'était plus assurée. La mobilisation des Camarguais aboutit à une prise en charge de l'entretien des digues par les collectivités territoriales et l'État. Et je crois qu'on est revenu à un réalisme plus important qu'auparavant dans la gestion du delta. Alors évidemment, c'est malheureux de dire qu'il fallait bien une catastrophe pour révéler le fonctionnement hydraulique réel du delta, mais bon, c'est comme ça. De même que l'on avait longtemps ignoré le Rhône, on avait oublié les morsures de la mer, tapies derrière ces digues, elles aussi. Mais il fallut se rendre à l'évidence que l'on allait devoir en découdre avec elles. La côte camarguaise subit une montée des eaux de 2 mm par an, résultat de l'accroissement généralisé du niveau marin et du tassement des sédiments du delta. Vous me direz, c'est pas beaucoup, mais sur le siècle, ça commence à se calculer en centimètres. Et il faut quand même savoir que le point culminant de la Camargue est à peine à 3 mètres d'altitude. Donc les centimètres comptent. Et il compte d'autant plus que vraisemblablement ce qui va se produire, si les prévisions sont exactes, c'est une accélération de la montée du niveau de la mer qui pourrait peut-être atteindre 50 cm, voire plus, au cours des 50 années à venir. Mais surtout, le Rhône ne distribue plus ses alluvions compensatrices. Alors les plages reculent, en moyenne de 4 mètres chaque année. En fait, par la répartition de l'énergie de la houle et des courants transversaux, les pointes engraissent, tandis que certaines portions non protégées sont érodées, de 10 à 15 mètres par an. Ce que l'on constate, eh bien, c'est que cette plage, qui est une plage, est maintenant en lagune
pendant 6 à 7 mois de l'année. Voilà. Il y a une trentaine d'années, quand la mer rentrait sur les plages, ce qu'on appelle ici un emplein, on en parlait dans les journaux. Aujourd'hui, quand la plage est sèche, c'est plutôt une exception. Dans de nombreux endroits, le recul s'est mis à l'œuvre. À chaque coup de sud-est, vous aviez cette espèce de grande lagune qui venait saper le pied de toutes les dunes. Et ça, c'était effectivement très dommageable parce que la dune est habituée à bouger, mais à cette vitesse-là, elle ne pouvait plus suivre. Pour protéger la dune, on utilise des barrières légères qui ne dénaturent pas le caractère des paysages. On la laisse évoluer à l'abri de ces ganivelles qui les protègent donc de ce clapot, et derrière, elle fait sa vie. Elle fait sa vie et on espère qu'elle va le refaire assez bien. On s'aperçoit aujourd'hui qu'elle a repris pied, c'est déjà une bonne chose, mais il ne faudrait quand même pas que ça continue à monter à cette vitesse-là, soyons francs. Dans les secteurs qui présentent des enjeux humains ou économiques aigus, on a dû recourir à des moyens plus radicaux. Au Sainte-Marie-de-la-Mer, on n'a pas eu le choix. À la suite d'une érosion galopante, le village s'avance désormais, tel un bastion, sur une mer dont on pourrait redouter l'encerclement, au moindre défaut de vigilance. Encore bordé de vastes plages au début du XXe siècle, le front de mer est aujourd'hui ceinturé par un impressionnant système de défense. Digues frontales et épis aux formes variées. Ces ouvrages lourds ont un effet de protection immédiat, mais présentent des inconvénients. Ils réfléchissent l'énergie des vagues et par conséquent induisent une érosion renforcée au pied des gros blocs des digues. Cette érosion, à son tour, va provoquer le basculement des ouvrages et donc la nécessité de les refaire, induisant des coûts d'entretien très élevés. Le blocage attendu des sédiments provoque des effets pervers, car ceux-ci sont habituellement entraînés par des courants de dérive latérale. Si on le bloque à un endroit, il va faire défaut plus loin. Donc, très généralement, la construction d'un épi protège un secteur de côte, mais induit de l'érosion plus loin, par déficit de sédiments. On étudie pour certaines zones fréquentées par les touristes des solutions plus douces, telles que le rechargement des plages, très onéreux lui aussi. Le problème, c'est que dans certains secteurs maintenant, on a une pente immédiatement sous la plage qui est très forte. Et cette pente, pour récupérer, pour revenir à un état naturel, il faudrait y déverser beaucoup de sable, prendre des précautions qui, à mon avis, aujourd'hui sont devenues difficiles à faire. L'autre solution serait d'accepter de reculer. Cette acceptation du recul du trait de côte est considérée, là où c'est possible, comme une solution écologiquement idéale. Car dans ce cas, la mer refaçonne un nouveau profil d'équilibre. On pourrait peut-être l'envisager sur le secteur du Grand Radeau, après négociation avec les quelques éleveurs environnants. Ici, la reconstruction permanente d'un ensemble monumental de défense n'a fait qu'accélérer la disparition de la plage, sans empêcher l'avancée de la mer, inéluctable. Mais, tout comme au Sainte-Marie-de-la-Mer, dans de nombreux endroits, le recul est devenu inacceptable. C'est le cas en bordure des Salins, où on doit se battre en permanence, car la moindre intrusion marine remettrait en cause la production d'une année. Alors il faut sans cesse reprendre et consolider les digues et les épis. Pendant combien de temps va-t-on y parvenir ? La dynamique côtière et l'hydrologie, inscrites au cœur de la vie camarguaise, ont toujours suscité des combats. D'un point de vue historique, les risques ne sont pas réellement nouveaux, mais leurs causes ont évolué. Nous avons aujourd'hui une meilleure connaissance des relations complexes entre ces milieux naturels et les activités humaines.
C'est par une approche globale et en associant de nombreuses disciplines que les scientifiques et les gestionnaires parviendront à obtenir un nouvel équilibre.